L'armée syrienne est entrée hier matin dans le gigantesque camp d'Al-Hol, où sont détenues 24 000 personnes d'une quarantaine de nationalités différentes, des djihadistes liés au groupe État islamique, des femmes et leurs enfants. Les forces kurdes, fer de lance de la résistance à Daesh, contrôlaient jusqu'à présent ce type de camp. Ils viennent de passer la main à Damas, non sans avoir alerté ces derniers mois sur la bombe à retardement que représenteraient les détenus. Nos données indiquent que l'État islamique continue de tenter d'exploiter les groupes les plus vulnérables dans les camps, en diffusant son idéologie extrémiste auprès des adolescents et des enfants avec l'aide de certaines femmes affiliées à l'organisation. Le retrait des Kurdes dans le cadre d'un accord avec le nouveau président syrien, déterminé à étendre son autorité dans tout le pays, laisse craindre des évasions. Lundi, plusieurs dizaines de djihadistes de l'État islamique se sont échappés de la prison de Shadadi au risque qu'ils rejoignent des combattants de Daesh toujours en embuscade. Des cellules dormantes de l'État islamique sont actives. Elles ressortent comme auparavant et parfois nous les combattons pour les repousser. Entre 2014 et 2019, à coups de vidéos de propagande et d'exécution, l'État islamique a fait régner la terreur de la Syrie à l'Europe où des attentats ont été perpétrés. Le 3 janvier dernier, des avions de chasse britanniques et français ont frappé des caches d'armes et un poste de commandement souterrain du groupe terroriste en Syrie. Une opération cruciale, assure l'état-major des armées. Empêcher la résurgence de Daesh est un enjeu majeur pour la sécurité de la région. Alors, quelle menace l'État islamique représente-t-il aujourd'hui? Le groupe terroriste peut-il profiter du retrait des forces kurdes? Quel sort le président syrien, ancien membre d'Al-Qaïda, réservera-t-il aux dizaines de milliers de détenus liés à Daesh? Nos trois invités, Myriam Benrad, bonsoir, politologue, spécialiste du Moyen-Orient et du djihadisme. Vous êtes professeur à l'université d'Exeter au Royaume-Uni. Votre essai Djihad, la métamorphose d'une menace en version augmentée et enrichie paraît aujourd'hui même aux éditions Le Cavalier Bleu. Vous êtes très précautionneuse par rapport à la transition syrienne, Myriam Benrad. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a une lutte pour la reprise du territoire aux Kurdes, alors qu'une partie des forces armées syriennes serait encore acquise au djihadisme. L'État islamique, ajoutez-vous, a tout intérêt à faire dérailler la transition en Syrie. À côté de vous, Ala Kodmani, bonsoir, journaliste, grand reporter. Vous êtes franco-syrienne, vous travaillez pour le quotidien Libération. Selon vous, la situation des djihadistes de Daesh devenus prisonniers est devenue aberrante. On est en train de faire face à une situation que le monde a voulu ignorer pendant des années. Le nouveau pouvoir syrien est épaulé par les Américains qui savent que les choses ne sont pas sous contrôle. Et à côté de vous, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Dernier essai, la guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. Selon vous, il ne faut pas s'inquiéter d'une résurgence de l'État islamique tant qu'Al-Shara, donc le président, l'homme fort de Syrie, est au pouvoir. Le nouveau pouvoir, précisément, a adopté une forme de pragmatisme étatique et ne s'inscrit pas dans l'islamisme radical djihadiste de Daesh. Et on démarre avec un sigle. Oui, FDS pour Force démocratique syrienne. C'est cette armée dominée principalement par les Kurdes et qui fait face à l'armée régulière syrienne. Les FDS datent de 2015. Elles étaient le partenaire d'une coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis avec le soutien de la France. Ces forces kurdes contrôlaient principalement, on va le voir, le nord-est de la Syrie. Frédéric Ancel, les FDS étaient jusque-là donc en charge des camps d'internement des prisonniers de l'EI. Ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui justifie ce changement ? D'abord, le nord de la boussole de M. Trump, qui est strictement mercantiliste. Trump se fiche complètement des Kurdes, je pense qu'il ne sait pas où les situer sur une carte de toute façon, et il a décidé de soutenir à fond le nouveau pouvoir syrien coûte que coûte. Alors, pourquoi pas, je pense qu'on pourra revenir donc, sur le pragmatisme de son actuel leader. Mais enfin, évidemment, c'est au détriment des Kurdes, dont je rappelle quand même qu'ils ont été nos alliés. Nos alliés, pas seulement les alliés des Occidentaux, les alliés de toutes les puissances qui avaient lutté contre Daesh, l'État islamique, qui, au milieu des années 2010, avait perpétré de véritables crimes de masse dans la région. Et là, effectivement, on a affaire, oui, à un véritable abandon, comme la longue histoire géopolitique des nations en est malheureusement coutumière. Myriam Benrad, d'ailleurs, les Kurdes aujourd'hui même appellent à l'aide. Et la France dit non, nous sommes toujours là. Ils sont lâchés par les Américains, les Européens sont toujours là en soutien ou pas ?
Alors, le soutien, c'est du renseignement, c'est des actions ciblées contre les djihadistes, c'est en effet essayer de garantir un minimum de sécurité, parce qu'après tout, on considère que les Kurdes ont été nos combattants, hein, ça a été vraiment ceux qu'on a envoyés au front au nom de l'Occident et de cette bataille contre l'État islamique. Il est vrai qu'ils ont été sacrifiés par tout le monde, non seulement par les Américains, mais aussi, aujourd'hui, disons-le, par le nouveau régime, hein, qui, sous couvert de consolider son pouvoir avec le soutien turc et américain, alors les Turcs aussi, bien sûr, que ça arrange, hein, puisque l'idée, c'était... à cause des Kurdes qui sont chez eux. L'idée du soutien de la Turquie au changement de régime en Syrie, c'était de se débarrasser des Kurdes, hein, pour dire les choses très simplement. Et souvenez-vous aussi quand même qu'on a toute cette phase d'opération militaire turque juste après la défaite de l'État islamique. Donc ça correspond au moment où les Américains lâchent les Kurdes. Les Turcs font des avancées territoriales, contraignent à l'époque les Kurdes à se rapprocher de l'ancien régime d'Assad, en essayant de trouver des arrangements sécuritaires et politiques. Le régime, depuis, est tombé. Et là, on voit cette offensive qui, en réalité, je pense, vise à neutraliser la présence kurde et cette entité autonome qu'ils avaient constituée. Mais Alain Konmani, on avait eu l'impression que Al-Shara, le nouvel homme fort, voulait une entente avec les Kurdes. C'est ce qu'on avait cru comprendre. Finalement, ce n'est plus le cas. On ne peut pas raisonner comme si y avait eu une continuité de l'histoire. Il y a eu un renversement politique majeur en Syrie, un renversement du régime Assad. Il y a eu un accord entre le pouvoir syrien, les nouvelles autorités syriennes et les forces kurdes depuis le mois de mars, avec une mauvaise foi partagée de tous les côtés. D'accord. Il est évident que les Kurdes qui jouissent d'une autonomie de facto du fait d'avoir combattu l'État islamique et d'avoir récupéré en fait tout le territoire syrien du califat, y compris des régions qui n'ont rien de très kurde. Là, forcément, chacun défend son territoire, si je peux dire. Les Kurdes veulent garder autant que possible une autonomie. Ils ont cru, ça fait 10 ans qu'ils jouissent de ça, qu'ils ont des institutions, etc. Du côté du pouvoir syrien, un nouveau pouvoir, il veut récupérer tout le pays, asseoir son autorité sur l'ensemble du pays, et c'est normal que la confrontation était presque inévitable. Mais il est vrai que les accords n'ont pas été respectés. Et donc confrontation, et du coup les proches d'Al-Shara, le président syrien par intérim, accusent les Kurdes désormais de chantage dans la gestion des camps de détenus de Daesh. Écoutez l'ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l'ONU, c'était avant-hier. We were taken aback by the way that the SDF dealt with the anti-ISIS operation. The fact that they used it as a negotiation and leverage card against their very allies, threatening to leave prisons, threatening to leave camps where ISIS prisoners are detained, put us, Syria, a member of the international coalition against ISIS, and our international partners in a troublesome situation. Frédéric Ancel, ils jouent un double jeu, les Kurdes, ou pas? Alors c'est en tous les cas l'accusation du pouvoir par intérim syrien. Alors non, je rejoins ce qui a été dit il y a un instant. Les Kurdes tentent de défendre une forme de territorialité qui est la leur, notamment à l'extrême nord-est de la Syrie, hein, cette espèce de coin qu'on voit dès qu'on regarde une carte du Proche-Orient. Eux qui ont été très durement combattus, là aussi ça a été très bien dit, par les forces turques. Hein, donc là on est à l'extrême nord de la Syrie, à l'extrême sud de la Turquie, et des Kurdes qui aujourd'hui, entre parenthèses aussi, en Iran, hein, puisque c'est une population qui est à cheval sur plusieurs pays, hein, dont vous apprécierez le peu d'humour des régimes hein, qui gèrent quand même ces États, à commencer bien évidemment par la Turquie, de l'Anatolie orientale. Donc en fait, ils essayent de créer des glacis de protection, mais il est bien évident que l'actuel pouvoir syrien, lui, il va tenter de défendre la notion de watan, donc c'est-à-dire de nation, hein, de nation, et sur un territoire qui est celui internationalement reconnu à la Syrie depuis 45-46 en indépendance, c'est-à-dire ce qu'on voit ici sur cette carte. Vous direz réagir, Mme Barad? Oui, parce qu'en fait, quand même, par rapport à cette idée de chercher de former un glacis, ce que tu as appelé glacis de protection, de chercher de la protection, il y a eu quand même des massacres commis en Syrie depuis le changement de régime, dans les régions alaouites, dans les régions druzes, ce qui a déclenché d'ailleurs donc l'intervention d'Israël en soutien aux Druzes. Les Kurdes ont regardé tout ça
ça tout de même en se disant on va se faire sans doute massacrer, on est sans doute les prochains sur la liste. Et on parlait, et pour rejoindre quand même là, ce que dit le représentant syrien de ces fameuses forces gouvernementales, je pense que ça mérite un débat, parce que qui sont ces forces gouvernementales? On a sans doute une partie du régime aujourd'hui qui tente de se légitimer, encore une fois, de vendre une image à l'extérieur du pays, mais on sait que ces forces ont été impliquées dans un certain nombre de violences visant notamment les minorités. Donc les Kurdes voient tout ça quand même avec en effet cette obsession de rechercher aujourd'hui par tous les moyens une protection. Alors, à la Kodmani, pour rentrer dans le vif de notre sujet, on estime aujourd'hui à 8400 le nombre de combattants de l'État islamique retenus dans les camps, qui sont au nombre principalement de 4. Ces prisons, il y a un tiers d'étrangers. Est-ce qu'il y a un risque d'évasion ou de mansuétude de la part du nouveau régime de Damas à leur égard? Il y a deux choses. Il y a un risque d'évasion, apparemment. C'est très difficile de vraiment cerner les réalités parce qu'il y a beaucoup de racontards. Chacun a intérêt à dire « Ah, bah, ils ont laissé filer des centaines ou des milliers ou je ne sais quoi ». C'est difficile. Oui, c'est ce que dit le gouvernement syrien. Il dit les Kurdes ont ouvert les portes. Ont laissé passer, ce qui est, bon, peut-être vrai aussi. Ils ont intérêt à le faire. D'un autre côté, est-ce que ce nouveau gouvernement syrien a les moyens de contrôler? Alors, il n'a pas les moyens de contrôler, pas plus qu'il n'arrive à contrôler beaucoup de choses. C'est quand même des gens qui sont arrivés au pouvoir un peu par surprise. Et c'est sûr que c'est pas un pays, c'est pas encore une armée irrégulière vraiment organisée, vraiment maîtrisée. Sur le plan de la complicité éventuelle des ex-djihadistes avec les anciens, je crois que d'abord, il faut se rappeler que les gens d'Al-Shara, donc du nouveau président syrien, lui-même un djihadiste, c'est pour ça que la question se pose. Ils sont toujours opposés à l'État islamique. Ils ont fait la guerre à l'État islamique, ils se sont accrochés. Al-Shara lui-même a rejeté Baghdadi et a fondé sa propre organisation, et ça depuis organisation djihadiste, oui. Rappelons-le. Oui, Al-Qaïda. Oui, c'est vrai que de fait... Mais vous savez, la concurrence entre djihadistes, ça peut être très violent. Ils ne sont pas solidaires entre eux. D'ailleurs, Al-Shara, Frédéric Roussel, a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Oui, absolument. Et il y a déjà eu d'ailleurs une confrontation entre des rebelles donc, de l'État islamique et l'actuel pouvoir. Ça, nous, on a un prisme un petit peu déformant ici en Occident. On considère qu'un djihadiste est un djihadiste et d'ailleurs de manière plus générale qu'un islamiste en est un autre. Et en réalité, effectivement, là aussi je rejoins ce qui a été dit, il y a des confrontations extrêmement dures. D'ailleurs, elles avaient commencé au Yémen dès le début des années 2000 entre donc une perception djihadiste mondialisée, globale. Ça, c'est plutôt Al-Qaïda au départ, mais là on voit bien qu'on a un pragmatisme plutôt étato-national de la part d'Al-Shara, du nouveau pouvoir syrien, et l'État islamique qui, lui, dans les années 2010, cherchait à contrôler l'ensemble du Moyen-Orient, mais sur une base beaucoup plus étatique. Et là, donc évidemment, on a une confrontation qui est extrêmement dure. Myriam Berrad, les Américains annoncent transférer vers l'Irak 7000 prisonniers, donc anciens combattants djihadistes. Pourquoi l'Irak, et est-ce que c'est sécurisé, ce transfert? Alors l'Irak, parce qu'on n'a nulle part en fait où les transférer. On a des camps encore en Irak et surtout des prisons, mais qui sont déjà pleines de djihadistes. Mais autant vous dire que ça n'est pas très bien accueilli par les Irakiens, qui, de leur côté, depuis la fin des opérations majeures contre l'État islamique, ont tenté de se reconstituer, de se relever. On a eu un certain nombre de procès très théâtralisés par ailleurs, mais enfin qui ont conduit à essayer de mettre en branle une forme de justice transitionnelle. Aujourd'hui, l'Irak se reconstruit encore difficilement. Et là, c'est vrai que quand on leur annonce 7000 djihadistes de retour qui vont être incarcérés, mais enfin dans des prisons qui sont par ailleurs délabrées, elles-mêmes sous contrôle, mais enfin, ça n'est pas la situation du camp d'Al-Hol, mais ce sont des conditions qui restent quand même précaires, même si l'Irak bénéficie encore du soutien américain et du soutien d'un certain nombre de pays pour gérer justement les prisons. Mais la population a réagi très mal, pour vous dire les choses, parce qu'elle tentait de tourner la page Daesh. Et là, c'est très très mal vu. On pourrait venir à ces camps où d'Al-Hol et de Roj, qui abritent 35 000 proches, dit-on, de combattants de l'EI à la Kodmani, la moitié à moins de 12 ans. Quelles sont les conditions de vie? Est-ce que c'est un vivier de radicalisation extrême? Forcément.
Forcément. On a essayé depuis des années d'ignorer ce problème. C'est génial, les Kurdes sont en train de garder nos... Les Kurdes, ce n'est pas un État, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de... les pays occidentaux qui aujourd'hui paniquent à l'idée que des djihadistes vont s'échapper et peuvent revenir, etc., auraient pu s'en inquiéter. Ils se sont défaussés sur les Kurdes. Et savaient très bien que ce n'était pas normal, cette situation, qu'il n'était pas normal de confier à ces pauvres Kurdes cette garde, alors qu'il fallait réagir. C'est-à-dire les renvoyer dans leur pays d'origine et les juger dans leur pays d'origine. Par exemple. Parce que de toute façon, ils n'étaient pas dans un pays. Les Kurdes n'étaient pas un État, ils n'ont pas les moyens de les juger. Il n'y avait pas de juridiction qui peuvent les juger. Il n'y avait même pas de tri fait. On laisse des familles. Bon, il faut rappeler que la très grande majorité, les 2/3 ou même les 3/4 des chiffres qu'on est en train de donner, ce sont des Irakiens et des Syriens, essentiellement. Je crois que parmi les 7000 qui doivent être transférés en Irak, ce sont essentiellement des Irakiens aussi. Donc, les rendre à leurs États, oui. Que les Syriens jugent les Syriens, que les Irakiens jugent les Irakiens et que les Français jugent les Français. Alors justement, on va évoquer, puisque parmi ces milliers de prisonniers, il y a une centaine de Français qui sont encore détenus dans le camp de Roj. Vous nous en parlez, Anna. Oui, au nord-est de la Syrie, en plein désert, se trouve donc le camp de Roj, une prison à ciel ouvert avec barbelés et snipers qui abrite les familles de djihadistes depuis la fin du califat il y a 6 ans. Parmi ces milliers de détenus, il y aurait encore 110 enfants français et une 50aine de femmes françaises qui, selon les associations, cohabitent dans des conditions désastreuses, voire dégradantes. Un article récent du Monde rapporte cependant que certaines femmes ne souhaitent pas rentrer en France. Elles espèrent s'installer en Syrie libre et continuer le djihad. D'autres hésitent à demander le rapatriement en France de peur d'être séparées de leurs enfants et qu'ils soient ensuite envoyés en centre de déradicalisation. Et puis le dernier cas, c'est celui de jeunes garçons qui ont grandi dans le camp, qui ont atteint aujourd'hui l'âge adulte et qui demandent aujourd'hui explicitement à rentrer en France. Sauf que côté français, la question demeure très sensible. 10 ans après les attentats du 13 novembre revendiqués par Daesh, la France a d'ailleurs refusé de rapatrier 3 jeunes qui étaient partis rejoindre l'État islamique avec leurs parents alors qu'ils étaient enfants. Mi-décembre, la justice a annulé cette décision et donné 2 mois à Paris pour réexaminer sa copie. Le dernier rapatriement remonte donc à mi-septembre où 3 femmes et 10 enfants avaient pu revenir en France. Myriam Benrad, que faut-il faire de ces ressortissants ? Faut-il les rapatrier ou alors les laisser là-bas avec le risque qu'un nouveau noyau de terroristes évolue ? Ce qui est certain, je suis assez d'accord avec Hala Kodmani, c'est qu'on a laissé quand même la question en suspens trop longtemps. Donc il y a encore 5 ans, on disait qu'ils étaient mineurs. Aujourd'hui, ils sont plus mineurs, ils sont adultes et à l'âge de faire le djihad. Donc plus on attend, plus on reporte le problème. Il n'y a pas vraiment eu de coopération finalement internationale sur cette question, parce que ça va au-delà de la France, de l'Irak. C'était une question en fait internationale qui aurait dû être négociée, discutée au niveau international. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'on a laissé les Kurdes se charger des camps de manière, je dirais, totalement improvisée, presque quasi improvisée. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, justement, qu'il y ait une coopération internationale sur ce sujet ? C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est vrai que les enfants étaient séparés des mères, ceux qui ont été rapatriés. Les enfants étaient séparés, sont dans des mécanismes de réintégration sociale avec des familles d'accueil. Les mères sont, de toute façon, à l'arrivée, arrêtées, incarcérées. Donc, j'arrive à comprendre qu'un certain nombre d'entre elles se disent si c'est comme ça, on va rester en Syrie et puis on attend la première occasion pour reprendre le djihad et puis éventuellement se trouver un époux et puis on verra ce qu'on fera de nos enfants. Mais combien de temps encore ? Parce qu'on le voit à chaque nouvelle déstabilisation des régions qui entourent ces camps, on se demande ce qui va se passer. Alors pour autant, pour finir, je ne vois pas dans l'immédiat de reconstitution de l'État islamique comme on l'a connu dans les années 2014-2015. C'est pas possible. C'est ce que vous dites aussi, Frédéric Ancel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus aussi de tête pensante de l'État islamique ? C'est ça, non, moi je crois qu'il y a une détermination extrêmement forte des États de la région qui craignent comme la peste une nouvelle déstabilisation. Et aujourd'hui, l'Irak est beaucoup plus stable qu'il y a 10-15 ans, ce qui d'ailleurs n'est pas très très compliqué. La Syrie, depuis quelques mois aussi finalement, avec le pragmatisme relatif d'une
du nouveau pouvoir en place. L'Arabie saoudite et les Émirats font absolument tout, beaucoup plus d'ailleurs qu'il y a 15, 20, 25 ans, qui sont des États, donc évidemment, sunnites très opposés à l'islamisme radical, puisque même l'Arabie saoudite est en train de changer dans une certaine mesure son approche théologique. Et donc tous ces États, j'ajouterais d'ailleurs la Turquie, ne souhaite pas un ferment de déstabilisation régionale tel qu'il a prévalu avec Daesh. Donc je crois que c'est ça qui aujourd'hui est quand même qui constitue la différence avec les années 2010. Et j'ajoute que sur le terrain, on a quand même un éclatement des anciennes élites, entre guillemets, de l'État islamique, en différentes branches, en différents partis, en différents mouvements, qui ne s'entendent pas nécessairement entre eux. Pardon, mais à la Koné, il y a quand même une inquiétude de l'Europe. Au début du mois, la France et le Royaume-Uni ont effectué des frappes contre des positions de l'EI dans la région de Palmyre, dans le cadre d'une opération qui s'appelle Inherent Resolve. Ça veut dire que quand même, on se dit pourvu qu'ils ne viennent pas ici, donc on les attaque là-bas. Il y a une réalité, non, de la crainte? Je ne sais pas trop. Cette attaque a été un très grand affichage. Pour dire ah oui, on est toujours là et on est toujours en train de lutter contre l'État islamique. Je ne sais pas exactement quel est l'État. Qu'est-ce qu'on Mais est-ce que ça traduit une crainte de notre part? On n'est pas crainte, c'est une panique, c'est un truc qui continue. On ne fait pas vraiment ce qu'il faut pour éviter foncièrement, comme on l'a dit. Fondamentalement, il faut prendre le sujet vraiment à la base. Mais ce que je voulais ajouter justement à propos de ce que venez de dire, au sujet de ce rejet et de cette, quelque part, une garantie que les États de la région vraiment empêcheront la résurgence d'un État islamique, il faut voir aussi la position américaine. Je veux dire, je suis absolument étonnée par le degré de soutien que les États-Unis donnent aux autorités syriennes actuelles, qui viennent de dire bon les Kurdes, ça y est, vous avez fait joué votre rôle, merci beaucoup, c'était très bien, on en sera reconnaissant, mais pour l'instant, c'est pas à vous de gérer. Maintenant, c'est le pouvoir syrien. Et cet appui à la fois politique, mais très fort, qui est aussi avec l'éclairage que Ahmad al-Shara apparemment était déjà en bon contact avec les Américains et qu'il a aidé à éliminer pas mal de chefs djihadistes quand il était en possession dans le nord syrien. Mais quand même, Myriam Benrad, pour réagir à l'offensive menée par la France et par le Royaume-Uni, il y a eu un message de l'état-major français qui disait « il faut empêcher la résurgence de Daesh, c'est un enjeu majeur pour la sécurité de la région ». Est-ce que ça veut dire aussi, au cas où ça franchirait la Méditerranée ? Alors déjà, quand même, vous avez fait référence à la fameuse opération résolution inhérente, Inherent Resolve. C'est l'opération de départ, en fait. Elle n'a jamais cessé. Cette opération qui a été lancée en réaction contre l'État islamique il y a 10 ans, elle a toujours cours. Le mandat est toujours présent. On a eu, en effet, la reprise en main de la mission par la France. Les Américains continuent d'appuyer, bien sûr, mais enfin, aujourd'hui, c'est la France qui, officiellement, a pris la tête de la mission, qui est le leader de cette mission. Et bien sûr qu'on n'est pas du tout naïf au niveau militaire quant au fait que les incidents sécuritaires ont continué. On a eu des phases où on a mentionné ici et là des résurgences. On ne reviendra pas à ce qu'on a connu il y a 10 ans, encore une fois. Mais oui, mais en même temps, pardon. On a une menace militaire qui est quand même toujours présente. Parce que bien évidemment, la menace, celle qu'on craint ici en Europe, c'est des attentats. Une exportation de ce qui se passe là-bas sur nos territoires. Absolument. Et la France, effectivement, est en pointe. D'abord parce que la France a été l'État d'Europe, objectivement, et d'ailleurs d'Occident, le plus frappé, le plus violemment frappé par le djihadisme il y a 10 ans de cela et pendant plusieurs années. Et deux, parce que, mais c'est aussi la conséquence de cette réalité, sur le terrain, dans la région, la France est le pays qui dispose, derrière les États-Unis évidemment, qui dispose du maximum de forces très importantes. Nous avons des bases stratégiques aux Émirats Arabes Unis, nous avons une base aérienne en Jordanie et nous avons des hommes effectivement qui crapahutent dans des missions spéciales dans cette région davantage que les autres États. Très bien, merci à tous les trois d'être venus débattre sur notre question du jour.